Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Chloé Gaumont, qui est psychoéducatrice et qui est venue nous parler des fameuses crises. Donc, elle nous a parlé de c'était quoi une crise, qu'est-ce que l'enfant vivait pendant une crise, mais surtout, elle nous a donné des trucs et un déroulement, finalement, pour arriver à aider l'enfant à traverser cette période-là, cette crise-là, qui, disons-le, est un bon défi pour les parents. Donc, les trucs que Chloé nous donne vont nous être utiles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser te présenter un petit peu, puis après ça, on va embarquer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui le retour au calme après les fameuses crises de nos enfants. Oui. Alors, je te laisse te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, Chloé. Oui, bien, je suis psychoéducatrice. Je travaille en recherche, donc je m'intéresse principalement aux meilleures pratiques pour intervenir auprès des jeunes, mais j'ai aussi une pratique privée en cabinet. Donc, ma clientèle cible, c'est les tout-petits, les parents. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les familles qui ont des jeunes enfants. Je fais de l'intervention à domicile, donc évaluation, suivi, mise en place de stratégies là, pour les familles qui sont aux prises avec certains enjeux qui affectent le fonctionnement de leur enfant à l'école, à la maison, au quotidien. Et puis, je travaille aussi auprès des centres de la petite enfance, des écoles. J'anime des ateliers, des conférences pour les professionnels, les parents. Tu fais beaucoup de choses. Oui. T'es occupée. Oui. Puis aussi, tu as ton site Internet sur lequel on peut trouver des trucs, Oui, bien c'est ça. Tous mes services sont détaillés là, sur mon site web. C'est chloegaumont.com. Donc, super. On va mettre ça dans les commentaires. Alors aujourd'hui, parce que tu collabores en ce moment avec Placote pour un produit qui va sortir bientôt. Oui. Dont on ne peut pas parler encore tout à fait, mais quand le podcast va être diffusé, probablement que ça va avoir été annoncé. Aujourd'hui, on va parler du retour au calme. Oui. Parce que c'est un défi au quotidien pour les parents. Quand arrive une crise, souvent, on est pris au dépourvu. Ça vient nous chercher dans nos émotions, ça vient nous chercher dans nos valeurs, des fois aussi. Alors, j'aimerais ça qu'on commence par notre enfant qui est en crise, là, que ça marche pas. Parce qu'on sait que, dépendamment de l'âge, plusieurs choses peuvent provoquer des crises. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus petits, donc préscolaires, on peut dire? Oui. C'est ça, préscolaire. Donc, quand notre enfant est en crise, là, c'est quoi le réflexe? C'est quoi qu'il faudrait, comme super parent, là, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête avant même d'agir? Là? C'est quoi qu'il faudrait là, savoir? En fait, je pense que ce qui aide à bien intervenir, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout le petit corps de notre enfant qui est encore en développement. Hein? Le développement affectif chez l'enfant, c'est intimement lié au développement du cerveau. Okay. Donc, le cerveau est immature. Le cerveau génère les émotions comme la joie, mais aussi la peur, la colère, la fameuse angoisse de séparation. Oui. Ça part tout du cerveau. Et puis, il n'est pas encore mature. Les enfants, ils n'ont pas toutes les connexions neuronales que les adultes ont. Donc, tous les liens, la compréhension de ce qui se passe, c'est pas achevé. Donc, quand ils sont envahis par une émotion, ils sont un petit peu dévastés, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, et puis cette émotion forte-là prend le dessus sur leur capacité de raisonnement. Mais au fur et à mesure qu'ils vont maturer, des habiletés comme la planification, la résolution des problèmes, le contrôle des impulsions va venir avec le développement. Mais en attendant, là, leur colère s'exprime, ils savent plus comment réagir. Ils sont envahis par ces grosses émotions-là, puis ils ont besoin de l'adulte pour les aider à retrouver leur calme. Ils vont s'appuyer, en fait, sur la maturité du cerveau émotif de l'adulte. Donc, il faut prendre conscience de ça, que finalement, ils perdent un peu le contrôle. Oui, c'est vraiment une perte de contrôle. Oui. Souvent, on a l'impression que c'est une tentative de manipulation. Oui, absolument, oui. Ou que c'est de la désobéissance, ou que c'est des caprices. Mais
non, c'est vraiment, ils perdent le contrôle, puis ils ne savent pas comment retrouver le chemin vers le retour au calme. Ils ont besoin d'être accompagnés. Oui, je comprends. Donc, une fois qu'on sait ça, qu'on sait que c'est pas de sa faute, parce que c'est pas de leur faute, c'est tout émotif, c'est toute l'explosion. C'est quoi, nous, comme adultes? Qu'est-ce qu'on fait? On a conscience que là, il est hors de contrôle. Puis un enfant hors de contrôle, c'est un peu épeurant de dire ça comme ça. Mais nous, on veut que ça arrête, on veut l'aider. Souvent, bien maladroitement, on va peut-être dire ou faire des choses qui sont peut-être pas l'idéal dans le cas, qui vont peut-être, en tout cas, moi, personnellement, je vais parler de mon expérience personnelle, j'ai déjà empiré des crises. J'ai déjà empiré des crises. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec cet enfant-là qui ressemble à un petit démon sur le sol et qui est en perte de contrôle? Oui. Bien, en fait, je pense qu'il faut reconnaître dans un premier temps que c'est extrêmement difficile de faire face à un enfant qui est désemparé, à notre enfant qui est désemparé la plupart du temps. Je suis moi-même maman de 3 jeunes enfants. Je sais que c'est difficile, c'est très confrontant, ça vient nous chercher, ça fait appel à nos capacités parentales, à notre désir que notre enfant se sente bien. Oui. On voudrait les éviter, les crises, mais c'est quelque chose de normal que la plupart des enfants vont vivre. Il y en a qui sont moins prompts à faire des crises, il y en a plus que d'autres, mais la plupart des parents ont des images en tête là, de leur enfant en crise. De leur enfant couché par terre. Oui. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de garder son calme. Oui, ce qui n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Puis on peut, comme pour nous aider, prendre un peu de recul. OK. Donc, de se dire... c'est sûr que dans un monde idéal, là, on pourrait mettre tout sur pause puis faire quelques postures de yoga, là, puis après ça, attaquer la situation. Oui, mais bon, ce qui n'est pas possible. Puis on sait du moins la majorité des fois. On sait que les crises, ça arrive souvent, soit dans un milieu public. À des mauvais moments. Ou soit sur le bord de la porte quand vient le temps de mettre le manteau puis de partir pour l'école, la garderie. Puis là, on n'a plus le temps, on est pressé. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le temps dans un moment idéal où on est très reposé et qu'on est apte à intervenir. Oui. Mais ce qui aide, là, il y a une espèce de mantra là, qu'on peut se dire. Oui, bien ça, oui, je le veux. Qui peut être très aidant, là. C'est de dire, bon, je suis un parent aimant, compétent, qui fait face à une situation tout à fait normale, dans laquelle un enfant fondamentalement bon, puis là, on essaie de repenser au bon moment, de se mettre en tête là, tous les beaux côtés de cet enfant-là, tout l'amour qu'on a pour lui. On peut se revoir quand il était nouveau-né. Là. Ça nous aide un petit peu à relativiser les choses. Quand il pleurait seulement pour manger. C'est ça, quand c'était moins compliqué. Donc, c'est ça, c'est un enfant qui est fondamentalement bon et qui vit un moment extrêmement difficile. Fait que ça, c'est vraiment un mantra qui aide. On peut, tu sais, c'est correct, là, si notre enfant est couché par terre, là, c'est correct de prendre 30 secondes, là, prendre une grande respiration, se répéter ça dans notre tête, se mettre des belles images, penser au succès aussi qu'on a eu dans d'autres interventions précédentes, puis penser aux fois que notre enfant a été capable de surmonter ses colères. Donc ça nous aide à voir un petit peu qu'on va la traverser, cette crise-là. Puis, tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser, on a parlé des émotions plutôt avec Solène Bourque, puis... elle, c'est ça qu'elle disait, tu sais, de prendre le temps de valider que c'est normal, puis que chaque fois qu'on est capable de poser une action positive, bien, c'est un petit pas de plus pour le après aussi. Donc, c'est gagnant. Même si on prend un petit peu plus de temps pour placer les choses, bien, on est gagnant par la suite. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de nous dire, que de prendre un pas de recul, puis de... OK, je suis capable, je suis un bon parent, mon enfant vit une crise, c'est hors de son contrôle. Bien, après, ça nous permet juste d'accélérer un peu le processus de retour au calme, finalement. Oui, parce qu'on va intervenir mieux auprès de notre enfant. On va être plus calme. Puis on sait que les enfants réagissent mieux
auprès d'un parent qui est calme, qui est respectueux de ce qui se passe, qui est en contrôle de ses émotions lui-même, parce que l'enfant a besoin de s'appuyer sur nous pour lui arriver à réguler ses émotions. Fait qu'effectivement, ce petit moment-là qu'on investit dans la prévention, là, dans les premières minutes, puis dans l'intervention tout de suite après, bien, c'est payant. Parce qu'on sait aussi que si on essaie d'écourter la crise, bien, l'enfant, son émotion n'est pas réglée, puis elle va ressortir plus tard. Fait que c'est juste de repousser le problème. C'est ça. Donc, de bien partir notre intervention en prenant ce petit pas de recul-là. OK. Là, je me suis dit mon petit mantra, mais mon enfant est toujours par terre en train d'hurler. Bon, là, je suis calme. Maintenant. Ben là, c'est pas le temps d'essayer de raisonner son enfant. OK. Ou de lui dire, c'est pas grave que tu aies eu le verre bleu au lieu du verre jaune. C'est juste un verre. Oui. Ou bon, peu importe. Oui. C'est pas le temps, il n'entend plus, là. OK, là, il n'est pas réceptif. Non, il n'est pas réceptif du tout. Il est couché par terre, il vit son émotion à fond. Il sait pas ce qui se passe. Puis il nous entend même pas à la limite. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin, là? C'est d'être, disons, rassuré et contenu. OK. Donc, nous, on joue un rôle de contenant émotif comme parents. OK. Fait que là, tu sais, il faut faire appel à notre connaissance de notre enfant. Puis à l'âge aussi, là. Ça doit être différent, c'est ça. Les tout-petits, on peut facilement les prendre dans nos bras. Ils peuvent résister un petit peu. Oui. Ils peuvent repousser le contact, mais des fois, ils en ont besoin quand même. Fait que c'est à nous de juger jusqu'où on pousse, là. Oui. Mais idéalement, on maintient un contact physique. Ça peut être de le prendre dans nos bras. Il faut s'assurer d'être bien calme parce que si on est tendu, ça aidera pas. OK. Puis si vraiment il ne tolère pas le contact physique ou qu'il soit vraiment comme dans nos bras, on joue le rôle vraiment comme d'une couverture, là, sans le tenir trop serré. Là. Puis si on voit que vraiment il ne tolère pas ça, bien, on se met à côté de lui puis on essaie de garder un contact physique. Ça peut être une main dans le dos, jouer dans les cheveux ou bon, juste pour lui montrer qu'on est présent. On peut lui parler doucement, même s'il ne nous entend pas. C'est rassurant d'entendre la voix de maman ou de papa. Oui. Mais là, on reste encore dans le calme le complet. Là. C'est pas le temps de monter le ton, d'essayer de raisonner. Comme tu disais tantôt, c'est juste peut-être de dire « je suis là », c'est de dire... Oui, je suis là, une petite voix douce. On peut lui dire un peu le pendant du mantra qu'on s'est dit à nous plutôt, de lui dire... fait pour lui. « T'es un petit garçon ou une petite fille aimée, tu vis un moment difficile, tu es en colère... » Je suis là, je vais toujours être là. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, je vais rester à côté de toi. Je vais t'aimer, je t'aime encore. Je vais être à côté de toi jusqu'à temps que tu te sentes mieux. Oui. Puis, tu sais, fait que c'est de le rassurer. Il nous entend peut-être pas, mais ce qu'il entend, au moins, c'est rassurant. Oui. Puis, il sait qu'on est là, qu'on est présent auprès de lui. OK. Donc là, éventuellement, j'imagine aussi qu'il y a des outils, qu'il y a des... parce qu'à un moment donné, la crise se calme. Des fois, ça repart. Oui. Des fois, ça repart. Et là, j'imagine que quand ça repart, on recommence. Oui, c'est ça. On repart du début. En fait, là, on peut même le sentir, tu sais, parce que la crise, là, il y a plusieurs étapes. Là. Il y a un terrain propice, là, avec certains facteurs qui peuvent provoquer une crise, disons. Après ça, il y a le déclencheur, il y a la réaction de l'enfant, il y a une espèce d'escalade des comportements, un sommet, puis après ça, ça redescend. OK. Puis ça, là, quand l'enfant qu'il soit à côté de nous ou qu'il soit sur nous, on va le sentir, tout son petit corps va devenir plus mou là, quand on est dans la période de décélération. Il se relâche. Il peut continuer à pleurer ou plutôt que de crier, il commence à pleurer. Fait que là, tu sais, puis c'est de le laisser pleurer, le laisser crier. Pas essayer d'arrêter son comportement. Il est en train de s'exprimer. OK. C'est sûr qu'on n'accepte pas tous les gestes. Là, si l'enfant essaie de nous frapper ou de nous donner des coups de pied, là, c'est de le contenir puis de lui dire « tu es en colère, mais fais attention. » C'est bon. Mais de le laisser vraiment là, sortir tout le trop-plein qui est en lui. OK.
Fait que dans le fond, on attend de voir que la pente redescend avant d'intervenir. Oui. Bien, d'intervenir. On intervient depuis le début, mais d'intervenir plus officiellement, je dirais. Oui, c'est ça. De mettre des choses en place. On attend qu'il soit vraiment, qu'on sente qu'il est vraiment réceptif. OK. Puis là, la discussion peut s'entamer. OK. Puis il faut se rappeler que les tout-petits, leur capacité d'attention est assez brève. Là, ils sont dans un contexte qui sont encore perturbés. Oui. Ils ont peut-être honte de gestes qu'ils ont posés. Ils sont un peu craintifs de la réaction du parent. Donc, leur capacité d'attention est pas toute là. Fait qu'il faut rester simple. Il faut pas tomber dans des discours moralisateurs. OK, oui. Il faut vraiment là, rester à l'essentiel. Puis quand on sent que l'enfant est réceptif, là, puis qu'il est vraiment plus apaisé, ben là, c'est le moment d'aller un petit peu travailler avec lui qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, faire un retour. Oui, c'est comme une opportunité d'apprentissage. OK. Dans le fond, c'est de prendre ce qui s'est passé puis de l'accompagner dans la compréhension de tout ça pour que plus tard, quand il va se retrouver dans une situation similaire, ben il soit un petit peu plus outillé que la dernière fois. Oui, d'accord. Puis là, ben on a parlé beaucoup de l'aspect je t'accompagne, je suis avec toi, je t'aime, puis là, on laisse tomber. Mais j'imagine aussi qu'après ça, il y a des choses concrètes qu'on peut faire pour... parce que, en tout cas, dans mon expérience personnelle, oui, la crise est finie, mais le malheur n'est pas fini nécessairement. Il y a encore... puis, tu sais, même, surtout plus ils sont petits, je pense, plus c'est difficile de discuter avec eux de la situation, de faire un vrai retour. Mais souvent, ils ont encore besoin d'un accompagnement, ils ont comme encore besoin de quelque chose. C'est quoi les trucs concrets qu'on peut faire après ça, tu sais, après la crise, là, qu'on voit qu'ils sont pas bien encore, là, mais qu'il n'y en a plus de crise, là? Oui. Bien, en fait, l'enfant, là, il a surtout besoin d'être entendu dans ce qui s'est passé, puis d'être validé dans comment il s'est senti. Fait qu'une première chose qui peut être faite, là, un coup qu'on a entamé la discussion, c'est d'aller voir, premièrement, d'évaluer son état émotif. OK. On peut utiliser un langage imagé, comme dire, OK, tantôt, il y avait une grosse tempête. Là, est-ce qu'il y a encore des nuages dans ton cœur? Puis bon, là, on joue avec les images. Ça peut être la autre météo, chose. je pense que c'est quelque chose d'assez fréquent pour les enfants pour exprimer leurs émotions aussi. En tout cas, chez nous, ça a bien fonctionné. Quand c'est nuageux, quand c'est ensoleillé, tout ça. Puis même, je pense qu'à la maternelle aussi, souvent, ils l'expriment de cette façon-là. OK, parfait. Donc, lui faire nommer comment il est rendu, là. Oui. Okay. Fait que là, nous, ça nous indique un petit peu, tu sais, où est-ce qu'il se situe. Oui. Puis ça nous aide à orienter le reste de l'intervention. Oui. Donc là, l'enfant peut nous dire, ben oui, il y a encore un peu de pluie, tu sais, puis bon, OK. Oui. Là, ensuite, on peut aller voir, OK, c'était quoi l'émotion ou les émotions, hein, parce que ça peut être difficile à comprendre pour un enfant ça se peut qu'il y ait 2, même des fois 3 émotions en même temps. Donc, c'était quoi là où les émotions qui étaient en jeu dans la situation. Donc là, l'enfant peut les tout-petits, là, ça va se résumer à colère, triste. Content, oui. Donc, de voir avec lui c'était quoi l'émotion. Oui. Et puis, d'y associer un comportement, de l'aider à y associer un comportement. Donc, s'il dit « j'étais en colère », c'est vrai, j'ai vu tes poings étaient serrés, tu tapais du pied, tes épaules étaient tendues. Puis bon, juste d'écrire. Donc là, pendant ce temps-là, lui aussi, il est capable de se regarder. On devient un peu comme un miroir. Puis, ben ça l'aide à faire du chemin puis de dire, OK, c'est ça qui s'est passé dans mon corps quand il se passait ça dans mon cœur. Tu sais, il fait des liens. Oui, il fait des liens puis il est capable de mettre des ressentis sur l'émotion. Donc, j'imagine qu'après, ça va l'aider aussi à identifier cette émotion-là. Oui, c'est ça. À la voir venir quand ça commence à monter, il va reconnaître les signes précurseurs. Avant de se tirer au sol, d'éclater. Je comprends. Parfait. Puis après ça, on peut évaluer l'ampleur de l'émotion. Oui. Donc, est-ce que c'était... Bon, encore là, les images, ça fonctionne très bien avec les enfants. Est-ce que c'était un bébé colère, une grande sœur colère, une maman colère ou un papa colère? Puis là, ça l'aide à prendre du recul, à évaluer. Puis des fois, il va se rendre compte que c'était un bébé colère, mais qu'il y a eu une réaction
papa colère. Tu sais. OK. Fait que là, il peut voir que ça avait peut-être pas de bon sens d'avoir une réaction comme ça pour un problème bébé. Oui, c'est ça. Ça l'aide à tout relativiser. Puis là, un problème bébé, je veux pas dire un problème bébé lala, là. Non. Problème grosseur bébé. Juste pour être bien interprété. Oui. On peut utiliser les animaux aussi. Hein, oui, OK, parfait. Souris, un problème souris, mettons. Ouais. Parfait. OK. Fait que de faire prendre conscience de ça. Oui, donc là, on a évalué l'ampleur. Ensuite de ça, on va explorer un petit peu le déclencheur. Oui. Ça, c'est un peu plus difficile pour les enfants, à moins que ce soit quelque chose de bien précis. Des fois, on était là, puis on le sait. Oui. Donc, on peut l'aider, l'accompagner, tout ça. D'autres fois, on n'était pas là, ou d'autres fois, on était là, mais il n'y avait vraiment rien d'apparent. On comprend pas. Ouais, on comprend pas. Fait que là, c'est de l'aider. Tu sais, si on peut proposer des scénarios sans jamais imposer notre interprétation. OK, de pas interpréter. Non, de pas interpréter ni l'émotion, ni qu'est-ce qui s'est passé, parce que des fois, on pense qu'il a réagi à quelque chose, mais en fait, c'était autre chose. Puis on interprète avec nos yeux d'adulte aussi, j'imagine. Ouais. C'est ça, c'est un piège. Donc, tu sais, par exemple, si cette soirée-là, maman s'en va à une sortie, puis on sait que c'est difficile habituellement pour l'enfant, puis tout d'un coup, il se met à se désorganiser vraiment sans raison apparente. Là, nous, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Fait qu'on peut lui dire, tu sais, moi, je connais des petits garçons, là, quand leur maman s'en va, là, ben, ils sont tout croches dans leur cœur, puis des fois, ça explose, tu sais. Là, on fait juste semer une piste. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il va embarquer là-dedans. Peut-être pas. Oui. On peut dire aussi, si on sait qu'il est très fatigué, moi, en tout cas, quand je suis fatiguée, là, je suis vraiment de mauvaise humeur. Fait que c'est de pas parler de l'enfant directement. Pas nécessairement. Tu sais, à moins d'avoir vraiment vu la situation, puis que là, c'est clair, puis ou que lui-même en a parlé, puis que là, on fait nos hypothèses en nommant ce que nous, on ressent dans une situation semblable, qu'on pense être le problème, finalement, qu'on pense être le déclencheur. Je comprends, oui. Ouais. Quand lui, il n'a pas de piste, là, puis qu'il ne sait pas trop, puis il n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé. OK. Fait qu'on trouve le déclencheur, dans le fond. On trouve le déclencheur. Après ça, on peut aller explorer les alternatives, disons. OK. Les autres façons. Oui. Au lieu de te mettre à hurler puis à frapper dans le mur, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Oui. Ou tu sais, s'il y a eu un conflit avec une fratrie, avec un ami aussi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place? Oui. Donc là, on explore les autres choses qu'il pourrait faire, les autres moyens qu'il pourrait prendre pour se calmer avec lui. Et puis, c'est l'opportunité aussi de souligner les bons coups. Si on a un enfant qui a tendance à lancer ses jouets, lancer des choses quand il est en colère, mais que cette fois-là, il a gardé son bloc dans sa main puis qu'on le voyait qu'il retenait serré son bloc. Là. Il se retenait. Oui, mais on peut dire, j'ai vu que tu étais très en colère, mais malgré ta colère, tu as gardé ton bloc dans ta main. Donc, ne serait-ce que la belle petite chose qui s'est passée dans la crise, là, aller mettre l'accent là-dessus, ben l'enfant qui est encore dans un état un peu désemparé, ben là, il va pouvoir s'accrocher à un petit succès. Oui, je comprends. Et puis, s'il y a eu des façons de réagir qui étaient inappropriées, bien, c'est de dire, oui, tu sais, tu as le droit d'être en colère. Dans notre famille, on a le droit d'être en colère, on a le droit de le dire, mais on le dit avec des mots, on a le droit de le dire fort, mais on frappe pas. Oui. Par exemple, tu sais, s'il y a eu un conflit. Mais il faut toujours nommer comme l'option correcte, dans le fond. Il ne faut pas juste dire, on frappe pas. C'est, on lui étend les quelques possibilités qu'il aurait pu faire à la place, dans le fond. Oui, c'est ça. Pour pas le laisser juste dans le on frappe pas, mais j'imagine que l'enfant, on frappe pas, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on lui donne pas l'idée de ce qu'il pourrait faire à la place, finalement. Non, c'est ça. Les alternatives, c'est de lui apprendre à dire je suis en colère, je suis fâchée, j'aime pas ça quand tu prends mes blocs, etc. OK. S'il y a eu un geste là, plus grave, violent ou envers une fratrie, bien là, on peut proposer une réparation. Oui. Donc, on peut dire t'as frappé ta sœur, ça lui a fait mal, elle pleurait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle se sente mieux? Est-ce que tu as des idées? Oui. Puis là, bon, on peut l'aider, on peut l'accompagner. Ça peut être... Habituellement, on essaie de trouver quelque chose qui est en lien avec l'événement. Là. Donc, peut-être que tu peux aller t'occuper d'elle. Peut-être que tu peux lui apporter... sa doudou, C'est ça, pour la réconforter ou lui prêter une doudou à toi que tu sais qu'elle aime pour faire un geste de réparation. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas... on en a parlé aussi avec Solène, entre autres.
la parentalité positive, que le geste, que il doit avoir une conséquence, mais qui est en lien avec le geste. Puis dans ce cas-là, en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est pas parce que c'était pas intentionnel, parce que clairement, il est en perte de contrôle, donc il a pas voulu frapper sa sœur. C'est pas pour ça qu'on laisse passer. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que de respecter l'émotion de l'enfant, oui. de l'accueillir oui. et de le soutenir là-dedans, ça veut pas dire tout endosser non plus. C'est ça. Elle est là la différence. C'est qu'on accepte l'émotion, on accepte la perte de contrôle, puis on essaie de l'accueillir comme on peut, mais on n'endosse pas les comportements qu'on souhaite pas voir, comme de frapper, donner des coups, briser des choses, lancer des choses. Oui, OK, je comprends. OK. Puis, une question comme ça. Dans ma vie personnelle, je me suis déjà fait proposer pour un de mes enfants un coin doux, un coin calme. Mais là, avec ce que tu viens de dire, puis je comprends peut-être un peu plus pourquoi ça n'a pas nécessairement fonctionné. Quand l'enfant est en crise complètement, c'est pas le temps de lui dire « Hey, va donc te retirer dans ton coin doux ». Moi, je pense que c'est l'erreur personnellement que j'ai fait. Je lui disais quand il était encore en crise. Alors, ce type de coin-là, est-ce que c'est positif? Puis à quel moment proposer, si c'est positif, à quel moment proposer à l'enfant de se retirer, aller se calmer ou aller continuer de reprendre ses émotions, on pourrait dire, là, dans ce coin-là? Oui, bien, ça peut être utilisé à différents âges, de différentes manières. OK. Tu sais, des fois, l'enfant, on est comme dans... Tu sais, tantôt, on disait qu'il y a des facteurs de risque, un terrain propice à la crise. Quand on est là-dedans, le coin calme peut être utilisé parce qu'on est encore un peu dans la prévention. En prévention. Ouais. Oui. Donc, l'enfant rentre de la garderie, il bardasse un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui le gêne, qui le dérange. Certains enfants vont avoir besoin de la proximité dans ces moments-là, tandis que d'autres vont avoir besoin de calme puis d'isolement. Oui. Donc, à ce moment-là, ça peut être une bonne chose de lui proposer d'aller dans le coin calme, comme ça il ne se fera pas déranger par sa fratrie, puis d'aller utiliser des outils qu'on a mis dans le coin calme. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des outils qui l'aident à bien respirer. On sait que la respiration abdominale, là, ça aide vraiment à calmer les enfants. Donc, se coucher sur le dos, mettre une petite doudou sur sa bédaine, puis là, regarder la doudou monter et redescendre. Ça peut être un album de photos, de beaux moments, de beaux souvenirs en famille. Donc là, il se recueille, tu sais, il revient à des beaux moments, puis... À des moments positifs. Oui. Fait que là, ça le ramène à des belles choses, puis ça peut influencer son état. Il y a certains enfants qui sont plus intellectuels, plus curieux, bien, de regarder un chercher trouve, c'est une activité calme qui vont les recentrer sur autre chose. Ça peut être jouer avec une espèce de pâte à modeler, avec des petites balles de stress. Tous les objets sensoriels. Des objets sensoriels, oui, tout à fait. Donc ça peut être des petits trucs qui peuvent être utilisés là, comme presque en prévention. C'est sûr que quand on est dans le milieu de la crise, de l'inviter à aller dans son coin calme, ça l'aidera pas. Par ailleurs, si on veut vivre ça en intimité parce qu'il est dans la cuisine, puis que là, il y a la fratrie, puis que ça peut être humiliant pour lui de vivre ce moment-là, bien, de l'amener avec nous dans le coin calme. Ben, puis là, de faire toutes les interventions dont on a parlé tout à l'heure à ce moment-là, mais là-bas. Oui, c'est ça. Puis après ça, un coup qu'on a fini notre intervention, s'il n'est pas encore tout à fait rétabli puis qu'il a encore besoin de calme, bien là, il se trouve déjà là puis il peut rester là puis là, utiliser tous les outils. Puis, oui. Donc, en prévention ou si on veut aussi un peu protéger son ego, on pourrait dire ça comme ça, pour, parce que c'est sûr que dans une famille où il y a de la fratrie... en tout cas, ça arrive que le centre d'attention ne veut pas nécessairement l'attention. Non, effectivement. C'est ça. OK. Puis après, est-ce que... OK, là, ça, c'est une question. Est-ce que si l'enfant va de lui-même dans ce coin-là, qui est un coin qui, normalement, nous, c'est notre outil pour l'aider, après, on le laisse aller? On le laisse utiliser tous ces outils? Parce que peut-être qu'à un moment donné, puis là, c'est une hypothèse, mais lui-même ressent le besoin d'y aller? Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Il peut y aller de lui-même. On peut juste nommer « Ah, je vois que tu es dans ton coin calme. Est-ce que tu aimerais ça que maman vienne avec toi ou tu veux rester seule? Oui. Est-ce que tu as besoin d'une oreille pour t'écouter ou c'est correct? Oui.
Puis là, s'il nous dit oui, j'aimerais ou non, j'aimerais pas, s'il nous dit non, j'aimerais pas, on peut lui dire OK, bien, je reste disponible. Appelle-moi si jamais tu veux que je vienne. Que l'enfant sache qu'on est disponible, mais qu'on ne s'impose pas non plus. Non, c'est ça. C'est ça. Effectivement. C'est ça. OK, parfait. Donc, retour au calme, c'est pas simple. Avec tout ce que tu viens de dire, là, je le vois, puis je vois toutes les erreurs qu'on peut faire comme parents. Des fois, il y a deux parents. Puis les deux parents n'ont pas nécessairement la même vision de la crise. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est important d'être sur la même longueur d'onde. Puis ça, c'est en prévention aussi, de savoir comment on va intervenir, puis peut-être de se dire, s'il y en a un qui prend le devant, on laisse l'autre intervenir. Oui. En fait, c'est mieux d'intervenir à seulement une personne, parce que l'enfant, il est déjà mélangé par tout ce qui lui arrive. Fait que s'il y a deux personnes qui interviennent différemment, là, il est encore plus perdu. Par ailleurs, ça n'empêche pas que l'autre parent vienne à un moment donné prendre le relais si nous, on est épuisés. On sait qu'il y a des crises qui peuvent durer assez longtemps. Quand on est en train de contenir l'enfant physiquement aussi, ça peut être dur. Quand on reçoit des coups nous-mêmes, quand on se fait dire « je t'aime plus », c'est très confrontant, c'est difficile. Fait que si on sent qu'on n'a plus la patience, qui est très normal, il n'y a pas de problème à donner le relais à notre conjoint. Mais idéalement, un à la fois. Puis effectivement, il faut qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde parce que pour un enfant, c'est sécurisant de savoir que il grandit dans un endroit où est-ce que les règles sont établies, où est-ce qu'il y a une cohérence dans l'intervention, où est-ce que les valeurs sont les mêmes chez un parent ou l'autre. C'est sûr que chaque parent a sa couleur. Il y a un parent qui va être très habile pour utiliser l'humour, puis dans certains contextes, ça peut désamorcer des crises, ça peut être approprié, puis c'est correct aussi. Donc, c'est de laisser quand même paraître nos couleurs, mais tout en étant dans une intervention qui est respectueuse puis qui est apaisante puis réconfortante pour l'enfant. C'est bon. Fait que ça veut dire que ça aussi, on y va en prévention, un peu comme tantôt quand on disait, si on voit que l'enfant commence à être un peu, on peut lui proposer d'aller dans son coin doux, mais ça, j'imagine, c'est quelque chose qui se discute quand nos enfants sont tout petits encore, parce que ça va arriver, de savoir ça tous les deux quand on est deux parents, ou des fois, maintenant, c'est rendu 4 parents parce qu'il y a 2 familles, puis tout ça. Donc, c'est de se dire, il faut prendre des grandes respirations au départ, puis si tout le monde s'en tient à cette ligne-là, ben là, après ça, on ajoute nos couleurs, mais l'enfant va savoir aussi, j'imagine que c'est plus rassurant pour l'enfant de savoir tout ça, que peu importe si c'est maman, papa, belle-maman, beau-papa ou peu importe quel adulte intervient, ça va toujours être un peu de la même façon, dans le fond. Comme une routine, parce que les enfants aiment beaucoup les routines aussi, là, c'est prévisible. Oui. Puis c'est effectivement rassurant. Puis c'est à travers ces interventions-là qui sont respectueuses puis qui sont validantes pour l'enfant. C'est des interventions qui lui disent ton émotion, elle est normale. Tout le monde passe par là. On va passer par-dessus. On est là pour t'accompagner. Plus l'enfant vit des moments comme ça, plus il va s'apaiser par lui-même rapidement. Donc, au fur et à mesure que l'enfant mature, à travers des expériences comme celle-là, où est-ce qu'il y a eu une émotion forte, ça a explosé, mais papa et maman étaient là pour l'accompagner là-dedans, pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé. Bien, bonne nouvelle, les crises vont baisser en intensité et en événement aussi, ça va être moins fréquent de plus en plus. C'est ça. Puis, avec tout ce que tu as dit depuis le début, j'imagine que les tableaux de renforcement à ce moment-là, pour ce genre de crise-là, ça ne fonctionne pas, hein, parce que c'est vraiment hors de leur contrôle, ou on a quand même un petit pouvoir de se dire, on peut y aller peut-être en prévention en se disant, ça va peut-être l'aider à, oups, là, ça dérape, je vais essayer de me calmer. Est-ce que c'est un outil qui peut être utile à ce moment-là? Parce que moi, j'en ai un, entre autres, dans ma tête, un exemple. Mon 3e faisait énormément de crises. Énormément de crises. Et il vivait ses émotions fois 1000. Puis il est encore comme ça, mais là, il y a des trucs. Là, il est rendu à 7 ans. Fait que là, naturellement, il y a d'autres trucs. Mais il vivait ses émotions, là. Ça pouvait être 8 crises par jour, là. Puis des grosses crises de larmes, puis de frapper, puis de... Bien, lui, là, ça aurait été tentant d'y donner un petit système de renforcement pour ces moments-là. On l'a jamais fait, puis je sais pas pourquoi on l'a jamais fait, on l'a jamais essayé. Bon, bref.
mais c'est du passé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider l'enfant à se réguler un peu ou pas nécessairement? Moi, j'irais plus vers aider l'enfant à se donner des moyens puis des objectifs. Tu sais, comme tantôt, dans le petit retour là, après la crise, on a souligné un bon coup de l'enfant qui était capable de garder son bloc dans sa main. Bien, on peut lui dire, qu'est-ce que tu aimerais réussir la prochaine fois que tu es pris avec tes émotions? Est-ce que ce serait d'aller chercher de l'aide avant que ça dégénère? Est-ce que ce serait d'essayer de te calmer avec tel ou tel outil? Est-ce que ce serait d'être capable de verbaliser ton besoin à ton parent ou à ton enseignant? C'est quoi ton objectif, tu sais? Puis là, de l'orienter là-dessus. Puis à la crise suivante, c'est de valider avec lui, on n'a pas réussi aujourd'hui, hein? Quel autre moyen on peut se donner, tu sais? Puis de l'accompagner là-dedans. Je pense que ça a une plus grande portée sur le développement de ses capacités. Puis ça, on ne lui rappelle pas au début de sa crise. Là. On reste encore dans les étapes qu'on a nommées tantôt. On lui dit pas, hey, te rappelles-tu? Non, il ne faut pas faire ça, hein? Non, c'est une question. C'est pas moi la spécialiste des crises. En fait, non, c'est pas vrai. Je suis la spécialiste des crises parce que j'en ai vécu beaucoup, mais je suis pas la spécialiste pour régler les crises. Bien, en fait, on peut s'en servir aussi même pendant qu'on discute avec lui pendant la crise, là, on peut lui dire, tu vis un moment difficile, hein, mais je sais que tu es capable de surmonter ça. Tu te souviens la dernière fois? Puis là, on est dans une espèce de communication bienveillante, de lui rappeler ses capacités, puis comment il est même capable s'il n'est pas encore en train de descendre. Non, c'est ça. Donc, ce qu'il entend, il le prend. Ce qu'il n'entend pas, il le laisse passer. C'est pas grave. Mais là, on peut commencer à le raccrocher à des trucs concrets, des objectifs qui s'est fixés, là, juste en nommant un peu ses capacités puis les façons qu'il souhaiterait que les crises soient résolues, là. Comme quand tu disais de lui rappeler que, ben là, je dis lui, là, mais t'es un bon garçon, tu sais que je t'aime. Donc, c'est un peu la même chose. Tu le sais que tu as des outils pour réussir, puis je sais que tu es capable, puis toi-même, tu le sais aussi. Fait que c'est de lui rappeler positivement, dans le fond. Oui, c'est ça. De toujours rester dans le positif, même si la situation est loin d'être positive souvent. OK. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis... là, j'ai envie parce que le podcast va être diffusé quand le produit Placote va sortir. Ce produit-là, c'est un produit qui va aider justement les familles dans la gestion des crises, qui va pouvoir aider à la dernière étape ou à la première étape de la crise. Mais on n'a pas nécessairement besoin de ça pour aider notre enfant. Si je pense juste à un coin doux qui ne coûterait pas beaucoup de sous, qui serait fonctionnel, ça peut être peut-être que l'enfant met son toutou préféré à cet endroit-là quand il se lève de son lit. L'album photo est une bonne idée que tu as nommé tantôt. Fait que ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, là, cette histoire-là. Non, on peut même faire un dessin des choses qui nous aident quand on ne se sent pas bien. Oui. Donc, puis là, l'enfant, ça lui fait une espèce d'aide-mémoire. Oui. Moi, quand je dessine, quand je suis triste, ça m'aide à me sentir mieux, ou quand je regarde un livre ou chanter une chanson. Oui. Il y a des enfants qui ont besoin de dépenser de l'énergie, faire des sauts de grenouille, des jumping jacks. Fait que c'est à chaque enfant ses moyens, là, dans le fond, mais de les identifier sous forme de jeu avec lui, puis de les afficher. Là. Lui, il peut les dessiner, on les affiche sur le mur dans son coin calme. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être très complexe. Là. Non, ça n'a vraiment pas besoin. C'est vraiment intéressant parce que c'est les crises, là, mon tout. Puis on pense aux 2 ans, là, le bacon, là, mais il y en a après. Là. Je l'annonce tout de suite aux parents qui ont des enfants de 2 ans et moins. Ça continue par la suite. Ça n'arrête pas avec le 3 ans qui arrive. Mais je trouve ça intéressant de toujours être dans le respect de l'enfant aussi, puis dans la validation que c'est normal. Parce que des fois, on l'oublie comme adulte. C'est pas normal comme adulte de pleurer pour un verre jaune au lieu du verre rouge. Non, c'est ça. Ce n'est pas normal. C'est ça. Fait que c'est frustrant des fois de devoir... intervenir dans ces situations-là. Mais tu sais, il faut se dire que derrière chaque comportement, il y a une émotion. Oui. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Oui. C'est quand on commence à adresser le besoin plutôt que d'essayer d'agir sur le comportement puis de dire arrête de pleurer pour ça, il n'y a rien là. Mais c'est à ce moment-là qu'on commence à traiter la cause plutôt que le symptôme. Oui. Donc, on risque d'avoir plus de succès.
Puis il y a un peu d'espoir pour les parents parce que j'espère. Il y a des études qui ont démontré que les enfants qui étaient très, très tenaces dans leur crise, donc là, on a tous des images, plus tard, cette ténacité-là devenait de la persistance qui est essentielle à la réussite des projets. Donc, wow! J'en ai un qui va réussir vraiment beaucoup. Wow! OK, bien, c'est encourageant. Oui, il y a de l'espoir. Donc, on lâche pas, il y a de l'espoir. Mais Chloé, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que, bien, je dis ça à la fin de chaque épisode, là, mais j'en ai appris, puis je suis certaine que les gens qui ont écouté en ont appris aussi. Si tu avais un petit mot de la fin là, pour les parents qui viennent de nous écouter, qui vivent les crises au quotidien, ça serait quoi? Ben moi, je reviens encore à ce que je disais tantôt, de revenir à se dire que c'est normal, qu'on est compétent, qu'on peut s'outiller, qu'on peut y faire face et que ça passe. Ça passe dans le moment, là, donc après quelques minutes ou plusieurs minutes, selon les cas. Mais ça passe dans le temps aussi, là, après quelques années. Là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.